Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Akili. Allez, la vérité en face ce matin, les opérations militaires américano-israéliennes en Iran. Est-ce une guerre rapide ou un enlisement à venir pour Trump, mais pas seulement Donald Trump, bien évidemment. Deux invités pour en parler ce matin. Behzad Naziri, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du CNRI, le Conseil national de la résistance iranienne. Vous êtes ancien journaliste de l'AFP à Téhéran, et vous avez été détenu prisonnier politique dans la sinistre prison d'Evin, dont il est question dans les frappes aériennes qui ont cours en ce moment sur Téhéran. Et invité également Guillaume Lagan, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences sur les relations internationales à Sciences Po Paris. Vous êtes un spécialiste des questions militaires diplomatiques, auteur de Géopolitique de l'Europe aux presses universitaires de France. Nous dirons quelques mots avant la fin de l'émission sur, et ce sont des sujets connexes, sur les options géostratégiques, sur la dissuasion nucléaire, ce qui a été évoqué par le président Emmanuel Macron. Je commence par vous, Behzad Naziri. Je suis ravi de vous avoir ce matin à ce micro. Quelle vision vous avez aujourd'hui du déroulement des opérations aujourd'hui américano-israéliennes en Iran? Nous sommes à un moment de bascule, selon vous? Je pense que c'est plus qu'un moment de bascule. Ce sont des jours, des journées historiques que traverse notre pays après 47 années de dictature religieuse. La mort de Khamenei, c'est une page qui est tournée dans notre histoire, et je pense pouvoir parler au nom de dizaines de milliers de familles. Ma sœur a été exécutée quand elle n'avait que 24 ans. Elle était journaliste à la télévision iranienne, peintre, artiste, musicienne. Et après mon évasion de la prison d'Evin, après 3 années que j'étais torturé à Evin, mon père a été retenu en guise d'otage pendant 5 ans parce que j'étais condamné à 8 ans. C'est pas pour vous raconter ma vie, c'est pour dire que... C'est pas raconter votre vie, c'est pour vous dire que... Une réalité, en fait. Voilà, plus de 100 000 exécutions pendant ces plus de 40 décennies. Donc vous comprenez que c'est plus qu'un basculement, c'est une page qui tourne dans l'histoire de notre pays. D'un mot, et je passe à vous, Guillaume Lagan, pour la même question. Qu'avez-vous ressenti à l'annonce de la mort du guide suprême de l'Iran? Une forme de soulagement. J'essaie de comprendre. Comme d'ailleurs toute famille de martyrs, toute famille de personnes qui a les blessures de ce régime dans ses cœurs. Et vous pouvez imaginer que quand je parle de famille, je parle de millions de personnes, la grande majorité des Iraniens. Il ne reste plus de ressources humaines pour ce régime. Donc cette volonté de renversement, c'était la volonté de l'espoir, l'aspiration de tous les Iraniens, et particulièrement d'une résistance qui se bat depuis plus de 40 ans contre cette dictature religieuse. Donc depuis 4 décennies, à double casquette, je dirais. Oui. Guillaume Lagan, donc nous sommes à un moment très précis où on va dire ceux qui ont pris le relais du pouvoir, ceux qui ne sont pas morts, qui n'ont pas été tués à Téhéran, tentent une riposte. Ils arrosent, si je puis dire, de missiles, de drones, mais tous les pays voisins. Nous avons une offensive qui se poursuit. Nous ignorons, et tout le monde, chacun ignore si elle va durer 4 jours ou 4 semaines, voire plus. Quel est votre regard là-dessus? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que certains se montrent optimistes en disant ça ne peut pas tenir longtemps, et d'autres répondent c'est un grand pays, ça risque de durer? Alors, les 3 choses que je voudrais dire, c'est d'abord par rapport à ce que vient de dire monsieur. Behzad Naziri, oui. Voilà, c'est très très fort comme témoignage, et ça nous rappelle quand même que l'Iran est un des régimes les plus cruels de la planète. Je rappelle que lorsqu'on fait le compte chaque année, vous savez, des régimes qui exécutent, exécution capitale, l'Iran fait partie souvent du premier ou du deuxième, ou est au 2e rang. Et en plus, beaucoup de ces personnes sont des prisonniers politiques, ce ne sont pas des criminels de droit commun, donc c'est un régime extrêmement répressif depuis 47 ans. C'est un régime aussi qui a beaucoup perturbé la région, vous le savez, et je pense que c'est l'origine principale de l'offensive actuelle entre États-Unis et Israël. Ils sont décidés, et là c'est vrai que je vous rejoins dans ce sens-là, c'est un moment historique, parce que jusqu'ici, cette confrontation entre les deux adversaires avait été indirecte. Depuis 79, il y avait eu des escarmouches, des attentats terroristes fomentés par l'Iran. Là, l'année dernière, on a eu une première guerre directe, la guerre des 12 jours.
Mais cette guerre de 12 jours, elle a été d'abord interrompue par les États-Unis et elle était très centrée sur le programme nucléaire. Là, on a l'impression que l'objectif des Américains et des Israéliens est beaucoup plus large. C'est un renversement du régime. Alors, pour répondre à votre question, est-ce que ça peut marcher ? Vous avez raison, il y a autant d'experts que d'avis. Maintenant, moi, je note quand même que quand on arrive au premier jour de la guerre à tuer le guide suprême de la révolution et plusieurs dizaines de hauts responsables autour de lui, paraît quand même difficile d'imaginer que le régime soit pas ébranlé, d'autant qu'on sort d'une séquence où plusieurs milliers d'Iraniens ont été tués dans les manifestations, et ça s'était jamais produit. Mais Besad Naziri, est-ce qu'il y a autant de dictateurs de secours en remplacement après ceux qui ont été éliminés par les premières frappes? Est-ce que ce pouvoir est capable de se régénérer, de poursuivre, on va dire, ses méfaits? Est-ce que on a du mal à jauger cette situation? Le régime des mollahs est actuellement à bout de souffle. Cet embrasement régional, Khamenei, le guide suprême, l'avait déjà, dans sa rhétorique, avait dit que s'il y a une guerre, il y aura un embrasement. Donc c'est ce qui est en train de se... C'est ce qui se produit. De se produire. Pour autant, il ne faut pas se faire l'illusion. Il n'y aura pas un changement de régime, qui était l'aspiration des Iraniens et l'appel du Conseil national de la résistance iranienne dont je représente depuis 47 ans. Il n'y aura pas des changements de régime par des frappes aériennes ou par des bombardements. Un changement de régime ne peut se faire que par les Iraniens, le peuple iranien et sa résistance organisée. Et c'est ce qui est en train de se faire, c'est ce qui est en train de se dérouler sur le terrain. Vous savez ce qu'a évoqué Donald Trump hier et Marco Rubio, son secrétaire d'État, la possibilité, l'éventualité de troupes au sol. Est-ce que ce type d'intervention, selon vous, et je vous pose la question à tous les deux, vous semble nécessaire, Besad Naziri, ou on va dire, c'est au peuple iranien lui-même de s'emparer du pouvoir? Ni nécessaire, ni possible. Ni le feront avec l'expérience de l'Irak. Vous savez, c'était un fiasco. Oui. Donc, je peux vous dire, par les faits, que le 23 février, donc rien que quelques jours avant cette frappe aérienne, il y a eu 250 militants des unités de résistance, des militants de Moudjahidine du peuple d'Iran, qui ont attaqué le même compound, ce complexe. Il y a eu une centaine de morts et d'arrestations, et 150 qui sont revenus sains et saufs dans leur base. Donc, c'est qu'il existe une force qui est capable d'organiser, d'orienter et de mobiliser les forces vives du peuple iranien, la jeunesse, les femmes, sur le terrain. C'est pourquoi, d'ailleurs, il y a parce que tout le monde se dit maintenant la chute du régime après, un gouvernement provisoire annoncé par le Conseil national de la résistance iranienne a été déclaré depuis samedi dernier sur la base de plans en 10 points de sa présidente élue, Mariam Rajavi, pour un Iran, pour une république démocratique et laïque en Iran. Parce qu'il y a une illusion d'un retour à la monarchie nostalgique du passé, donc ça s'est révolu. Guillaume Lagan, c'est Marco Rubio hier soir qui a déclaré, il donnait une conférence de presse, on va dire au débeauté, nous espérons que le peuple iranien arrivera à en renverser le régime, en clair, dans l'esprit peut-être des Américains, voire des Israéliens. Il y a cette campagne de bombardement massif pour décapiter le pouvoir en place, j'imagine, et pas forcément la volonté d'y aller à pied. Non, alors vous avez raison que le précédent de l'Irak pèse beaucoup, et de l'Afghanistan pèse beaucoup dans la stratégie américaine. Alors non pas d'ailleurs que ça a été un échec, c'est-à-dire que si vous voulez changer le régime, c'est vrai que le mieux c'est d'avoir des troupes au sol, des forces terrestres. Ce sont les seules forces en fait qui vont réellement vous permettre de contrôler un territoire. Mais le prix, on le connaît, c'est des morts. Il y en a eu des milliers en Amérique pour les Américains en Afghanistan et en Irak. Et donc je ne pense pas qu'ils soient prêts à refaire la même chose, même si on peut imaginer ponctuellement des forces spéciales, par exemple, qui seraient déployées sur le sol iranien. Le mieux, évidemment, ça serait que si changement de régime il doit y avoir, ça vienne du peuple iranien, mais je pense que l'intervention de votre invité est quand même significative. Aujourd'hui, l'opposition iranienne est loin d'être unifiée. Vous avez la figure de Reza Pahlavi qui se manifeste, mais qui effectivement n'est peut-être pas consensuelle. En tout cas, elle ne résume pas toute l'opposition. Vous avez les Moudjahidines du peuple que vous avez cités, mais qui eux aussi ne font pas l'unanimité. Donc
il y a ces difficultés. Et je rappelle en plus que l'Iran est un pays assez complexe. C'est pas tout à fait l'Irak, mais pas loin. La moitié de la population est d'origine perse, mais vous avez des minorités, des Kurdes, des Baloutches, des Arabes, des Azéris, qui, pour beaucoup d'entre eux, ont des mouvements rebelles armés. Donc c'est un pays aussi où la composition ethnique est assez composite. Là-dessus, Behzad Naziri, avant la pause, le scénario de l'après, nous n'y sommes pas encore. La guerre est toujours en cours et elle est appelée peut-être à durer. Nul ne sait ce qui va advenir des jours qui viennent. Mais pour poursuivre ce que dit Guillaume Lagan à l'instant, est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'il y a ce risque de scénario dans l'après de ce que nous avons connu ailleurs, notamment, vous l'évoquiez vous-même, en Irak, c'est-à-dire, on dit souvent, et vous allez nous éclairer, que l'Iran peut-être est un pays à part, qu'il y a peut-être plus de volonté de paix, d'un pouvoir laïque, de revenir à ce qui existait jadis, autrefois, et qui est peut-être moins le risque d'un Iran qui serait fracturé, morcelé, comme on l'a vu en Syrie également. Alors le risque... Alors, quelle est la réalité ? La réalité, c'est que le risque d'une guerre civile est tout à fait réel. C'est réel. Monsieur a raison de rappeler que l'Iran, c'est comme un mosaïque. Il y a une majorité de Perses, mais il y a les Kurdes, les Belouches, les Turkmènes, il y a des minorités ethniques importantes. C'est plus de 35% de la population iranienne. Or, regardez ce que disent les Kurdes. Les Kurdes disent que dans le cas où c'était Reza Pahlavi, une alternative, je mets ça entre guillemets, ça serait la guerre civile, parce qu'ils disent que son père et son grand-père ont écrasé les minorités ethniques, massacré. Donc, et déjà, il est une figure qui fait clivage, qui n'est fallu. Pourquoi ? Parce qu'une alternative doit se forger sur le terrain, en Iran, au prix des sacrifices. Même s'il dit, même s'il a dit, lui, a répété, Reza Pahlavi, vous savez, je veux pas le pouvoir, je veux juste accompagner, je m'en vais, oui, ça c'est la posture médiatique, ça c'est la mousse médiatique, sinon on peut pas du jour au lendemain annoncer une alternative, mais en venant de ses loisirs, de je ne sais quel luxe aux États-Unis ou ailleurs. Ça, l'alternative se forge sur le terrain. Le destin des Iraniens doit être écrit par le peuple iranien en Iran, ni par une puissance extérieure, ni par des marionnettes qui seraient utilisées comme des cartes ou des instruments. Guerre rapide ou enlisement à venir en Iran. Nous allons essayer de tenter de répondre à cette question dans la deuxième partie de La Vérité en face de ce débat. 0826 300 300. Vous nous appelez si vous souhaitez intervenir. À tout de suite pour la suite de La Vérité en face. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face. Jean-François Akili. Les opérations militaires américano-israéliennes en Iran, guerre rapide ou enlisement à venir pour Trump, pour Netanyahou, pour le monde entier, il faut le dire. Deux invités pour en parler. Guillaume Lagan, maître de conférence sur les relations internationales à Sciences Po Paris, auteur de géopolitique de l'Europe aux presses universitaires de France. Et vous, Behzad Naziri, vous êtes membre du Conseil national de la résistance iranienne, le CNRI, ancien journaliste à l'AFP, et vous avez été détenu prisonnier politique dans la sinistre prison d'Evin à Téhéran. Vous en avez évoqué le souvenir tout à l'heure. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce que tout le monde s'est trompé jadis avec l'ayatollah Khomeini ? Je vous pose la question du passé pour regarder l'avenir. Parce que l'avenir de l'Iran sera-t-il, vous avez prononcé cet adjectif, laïque, forcément. Parce qu'au fond, tout le monde veut se débarrasser de cette dictature théocratique aujourd'hui. Tout le monde veut se débarrasser de cette dictature théocratique. Pour autant, les Iraniens ne sont pas nostalgiques de la dictature monarchiste. La réalité historique, c'est que c'est la dictature du Shah qui a préparé le terrain à la dictature des mollahs. Pourquoi ? Parce que sous la dictature de Shah, l'ensemble des démocrates étaient soit en prison, soit torturés, soit exécutés. Le seul réseau qui avait une activité possible, c'était les mollahs, parmi lesquels aussi Khomeini, qui était envoyé en exil. Il n'a pas été vraiment très gêné. Et c'est ça qui a laissé en quelque sorte à Khomeini la possibilité de dérober, de voler le leadership de cette révolution. L'opposition s'est trompée à l'égard de Khomeini à l'époque ? Non, parce qu'à l'époque, il y avait une unanimité contre le régime du Shah. Donc il fallait renverser le régime du Shah. Les Iraniens ont eu droit à renverser le roi comme les Français en 1789 l'ont fait. Donc ça, c'est une page tournée dans l'histoire de l'Iran, et c'était un régime de crimes, d'exécution, de torture, de la savate et de la répression, et surtout d'inégalités sociales incroyables.
les richesses du pays étaient pillées. Donc, pour autant, c'est pas, ça ne justifie en rien que après les mollahs sont venus et ils n'ont pas blanchi en quelque sorte les crimes du Shah. Ils ont fait pire, bien sûr, parce que c'était au nom de Dieu. Les crimes, les tortures, les exécutions, cette fois-ci, c'était au nom d'une religion. Qu'ils ont usurpé. Guillaume Lagan, pour poursuivre ce que dit Behzad Naziri, le défi aujourd'hui, c'est se débarrasser de cette dictature théocratique et essayer de retrouver les chemins d'un pays laïque. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que la société iranienne, et vous allez nous répondre tous les deux, aura été transformée? 47 ans tout de même. Alors, peut-être deux idées. La première, c'est qu'effectivement, la monarchie qui est tombée en Iran en 1979, c'était effectivement un régime autoritaire. Mais rappelez-vous, la raison fondamentale, au-delà de la répression de son renversement, c'est qu'elle voulait moderniser à marche forcée une société iranienne qui restait très conservatrice. Donc, quand on fait d'ailleurs le bilan aujourd'hui dans la région, vous savez, de ce match entre les révolutionnaires et les monarchies, on a tout de même l'impression, je suis français donc je ne défends pas la monarchie, mais tout de même on a quand même l'impression que finalement les monarchies du Golfe par exemple sont des États au fond beaucoup plus stables et en tout cas aujourd'hui beaucoup plus prospères que ceux qui dans les années 50, 60 ont renversé leur roi, je pense à l'Égypte, et se sont embarqués dans des dictatures militaires où ils sont encore installés. Donc il y a quand même cette réflexion historique à avoir maintenant sur la société iranienne telle qu'elle est aujourd'hui. Je rappelle que plus de la moitié des Iraniens ont moins de 30 ans, donc ce sont des gens qui n'ont pas connu en fait la monarchie des Pahlavis. C'est une société jeune, c'est une société effectivement transformée par la révolution islamique dans le sens où l'égalitarisme est beaucoup plus fort, ou plus exactement les inégalités sont renversées, c'est-à-dire l'ancienne aristocratie a été expropriée, mais aujourd'hui les grandes fortunes du régime sont ceux qui sont autour des gardiens de la révolution, donc en fait il y a une nouvelle hiérarchie sociale. Et puis il y a le statut des minorités, on en a parlé, des femmes aussi qui ont d'une certaine manière quand même beaucoup pâti du régime théocratique. Donc je pense que toutes ces catégories seraient favorables à une société différente, société ouverte, et d'autant que nous ne sommes pas dans le monde de 79, nous sommes dans un monde où malgré les difficultés à s'informer en Iran, je pense que la plupart des Iraniens connaissent l'existence du monde extérieur, voient comment vivent les autres pays, ont envie d'aller vers ce type de régime. Je rappelle juste un chiffre pour nos auditeurs qui je pense intéressant. En 1979, 1980, le PIB de l'Iran était le même que celui de la Turquie. L'Iran, je le rappelle, c'est un pays qui a de très grandes richesses pétrolières et gazières. Aujourd'hui, le PIB de la Turquie est 4 fois supérieur à celui de l'Iran. Je pense que pour beaucoup d'Iraniens, c'est quand même un facteur majeur. Behzad Naziri, pour poursuivre la réflexion de Guillaume Lagan, la société iranienne, aujourd'hui, est-ce qu'elle est hostile aux États-Unis, à Israël, qui sont en train de frapper le régime actuel? Est-ce qu'elle a ce besoin, est-ce qu'elle était prise par ce besoin de changement que vous décrivez dans vos propos? Est-ce qu'elle est mûre, au fond, pour aller vers un État laïque et qui s'inscrirait peut-être dans la marche du monde aujourd'hui? La société iranienne est une société mûre, assoiffée de la démocratie, assoiffée de la liberté, comme monsieur vient de le dire à juste titre, une société essentiellement jeune, moderne, c'est-à-dire qui vraiment aspire à un avenir de démocratie, de liberté. Et ça, il ne peut pas le retrouver. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que c'est depuis 2017 que nous assistons à ces soulèvements qui se succèdent, 2018, 2019, 2022 et maintenant 2026. Donc en crescendo, on remarque qu'il y a de plus en plus la formation d'une volonté autour de la devise ni Shah ni Mollah. C'est-à-dire, vous remarquez que l'ensemble de ces minorités ethniques et les forces démocratiques se regroupent autour de ce devise de ni Shah ni Mollah. Ni Shah ni Mollah. Ni Shah ni Mollah, qui est simple, qui était le socle de la formation du Conseil national de la résistance iranienne. C'est-à-dire, on veut un renversement du régime des Mollahs, mais pas pour autant un retour à la monarchie. Et cela, c'est en train de prendre forme. C'est-à-dire, il y a maintenant de plus en plus une cohésion autour de ceci, parce que, au contraire, le fils du Shah est une figure de clivage. Et les Mollahs, vous avez raison, ils ont pillé cette richesse
iranienne. Et maintenant, il y a une autre oligarchie. C'est-à-dire, c'est vrai que l'aristocratie a été démise de ses moyens, mais il y a une oligarchie qui est pire que l'aristocratie qui était s'emparait des richesses du peuple. Messieurs, il nous reste 2 minutes. Je vais vous demander l'impossible avec 1 minute chacun. Vous allez voir, c'est vraiment très difficile. Je commence par vous, Guillaume Laganne. Comment est-ce que vous voyez les jours qui viennent, les semaines qui viennent ? Je pense que l'offensive américaine et israélienne va se poursuivre. Je pense que on va peut-être assister à des craquements au sein du régime. C'est en tout cas l'idée que j'ai aujourd'hui. Je crois plutôt, moi, on n'en a pas du tout parlé, à une possibilité aussi d'un scénario à la vénézuélienne. C'est-à-dire qu'au sein même du régime apparaisse une figure plus présentable, plus modérée et qui accepte de pactiser avec les Occidentaux. Behzad Naziri, même question. L'Iran, par son histoire, n'est ni Venezuela, ni les Émirats du Golfe. Il a, depuis 1906, des révolutions pour une constitution. Ça fait plus de 120 ans que les Iraniens se battent pour la liberté. Et aujourd'hui, il existe une alternative démocratique avec un plan en 10 points qui s'engage pour une période de transition de 6 mois de préparer des élections libres, constituantes et législatives et laisser aux Iraniens de décider le choix de leur avenir. Ça, donc, inéluctablement, il y aura un soulèvement encore plus dur et encore plus intense que ce qu'on a constaté en janvier dernier, sauf que le régime n'aura plus la capacité de faire le ravage que nous avons connu en termes de massacre, et il y a des unités de résistance qui seront capables de faire face au Pasdaran. Ça, c'est la solution. Une vision plutôt optimiste, hein. Il faut l'être aujourd'hui. Il faut l'être parce que c'est un tournant. Oui. Behzad Naziri, membre du Conseil national de la résistance iranienne, et vous, merci Guillaume Laganne. On n'a pas eu le temps de parler de la dissuasion nucléaire, vous avez vu, ça passe trop vite. C'est pourtant ce qui est assez important, ce qui a été annoncé hier. En 2 mots, la France va augmenter le nombre de ses missiles. Ça, c'est quand même important et c'est ça va dans le sens de toute la situation internationale. Et puis elle va aussi, avec ce qu'on appelle la dissuasion avancée, envisager peut-être de protéger un peu les autres pays européens avec ses capacités nucléaires. Là aussi, c'est une avancée. Avec la conservation de la décision ultime. Hein. Ça ne peut être qu'ainsi. Ça ne peut être qu'ainsi. Merci à vous, Guillaume Laganne. Je rappelle que vous enseignez à Sciences Po Paris et à signaler aux presses universitaires de France votre ouvrage Géopolitique de l'Europe. Merci à tous les deux et bonjour à vous. Bienvenue. Bonjour. Écoutez, nous, on va en parler de la dissuasion nucléaire justement, et puis des annonces faites par Emmanuel Macron hier, annonce importante justement. Donc si vous avez suivi ce débat, si vous avez suivi ce discours d'Emmanuel Macron, dites-nous ce que vous en avez pensé. 0826 300 300. On reviendra également sur le procès Samuel Paty, le verdict hier avec des peines allégées. C'est vrai qu'on peut s'étonner de cette décision de la justice. Là aussi, on vous attend, auditeurs de Sud Radio. Et puis, c'est quoi le problème ? Combien vous aviez de frères et sœurs, Jean-François ? Combien nous sommes, c'est ça ? Oui. 6. Et vous avez combien d'enfants ? 2. Voilà, écoutez, on va parler. C'est une famille recomposée. Hein, oui, mais pourquoi t'as pas d'enfants ? C'est le titre du documentaire d'Enora Malagré qui parle de ces femmes qui aujourd'hui ne peuvent pas ou ne veulent pas avoir d'enfants. C'est à suivre. Bonne émission à vous.